Et si la clé pour débloquer sa créativité se trouvait, à un endroit un peu inattendu, à la croisée des chemins entre la science pure et dure de notre cerveau et une sorte de cartographie très personnelle de notre énergie. C'est un peu l'idée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ah, le fameux syndrome de la page blanche, le manque d'inspiration. Qui ne connaît pas ça? On a beau essayer de nouvelles routines, de nouvelles techniques, parfois rien n'y fait. Et si, en fait, le problème était plus profond? Si la vraie clé, c'était de comprendre son propre, disons, son propre câblage interne. C'est exactement là qu'intervient l'approche du jour. Une méthode qui tente de jeter un pont entre deux univers qui, à première vue, n'ont pas grand-chose en commun. D'un côté, on a la science, le fonctionnement de notre cerveau. Et de l'autre, une vision plus, on va dire, ésotérique de notre énergie personnelle. L'objectif? Les faire dialoguer, les faire bosser main dans la main. Alors, pour bien comprendre, on va suivre deux pistes. La première, c'est celle des neurosciences. C'est un peu comme regarder le hardware, le matériel. On va voir comment notre cerveau est physiquement bâti pour la pensée créative. Et puis, la deuxième piste, c'est le design humain. Là, on passe au software, au système d'exploitation. C'est ce qui va dicter la manière vraiment unique à chacun dont notre énergie circule. Allez, c'est parti. On commence par le commencement, si on peut dire. La science de notre cerveau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la créativité, ce n'est pas un petit coin isolé du cerveau qui s'allume. Non, c'est un véritable orchestre qui se met à jouer. Le cortex préfrontal, c'est le chef d'orchestre. Il donne le là, il imagine, il planifie. Les lobes pariétaux, eux, ce sont un peu les solistes de jazz. Ils improvisent, ils connectent des idées qui n'ont a priori aucun rapport entre elles. Et puis on a l'hippocampe. Lui, c'est la bibliothèque, les archives. C'est là qu'on va piocher dans nos expériences passées pour donner de la substance, de la matière à tout ça. Ok, donc ça, c'était le matériel, le hardware, qui est à peu près le même pour tout le monde. Maintenant, passons au logiciel, au software, ce qui est vraiment propre à chacun. Et c'est là qu'entre en scène le fameux design humain qui propose de décoder notre signature énergétique. Alors, le design humain, qu'est-ce que c'est? C'est un système assez dense qui mélange des traditions anciennes comme l'astrologie, le I Ching, la Kabbale. Bref, un sacré cocktail. Mais l'idée, ce n'est pas forcément de tout prendre au pied de la lettre. On peut plutôt le voir comme une sorte de miroir, un cadre de lecture pour mieux comprendre comment notre propre énergie fonctionne, comment on est câblé en quelque sorte pour interagir avec le monde et bien sûr pour créer. Et un des concepts clés de ce système, c'est qu'on appartiendrait tous à un type énergétique. Et c'est là que ça devient super intéressant pour notre sujet. Un générateur, par exemple, va carburer à l'enthousiasme. Il doit réagir à ce qu'il met en joie. À l'inverse, un projecteur aura besoin d'attendre une invitation, d'être reconnu pour que sa vision créative puisse vraiment s'exprimer. Ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que si on essaye d'appliquer la stratégie d'un autre type, c'est le burn-out créatif assuré. Et voilà, on arrive au moment crucial, le point de convergence. C'est ici qu'on va marier les deux approches. D'un côté le hardware, le cerveau, la science, de l'autre le software, notre système énergétique personnel. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Alors prenons un exemple de technique qu'on pourrait appeler la résonance créative. C'est en 3 temps. D'abord, on prépare le cerveau. 10 petites minutes de méditation juste pour calmer le brouhaha mental. Ça, c'est la partie neurosciences. Ensuite, deuxième étape, on active son énergie. Mais attention, en respectant son type de design humain. Et enfin, troisième étape, on passe à l'action, on prend une feuille, un clavier, et pendant 15 minutes, on écrit non-stop, sans se juger, sans filtre. C'est la meilleure façon de se connecter à ce fameux état de flow où tout semble couler de source. Mais cette double grille de lecture, elle est aussi hyper utile pour diagnostiquer les blocages. On connaît tous ce moment où on se dit « j'ai plus une seule idée ». Au lieu de rester là-dessus, on peut se poser la question différemment. Est-ce que mon blocage est d'ordre cérébral, neuronal? Ou est-ce que c'est mon énergie qui est mal alignée? Si on regarde ça avec les lunettes des neurosciences, un blocage, c'est ni plus ni moins qu'un embouteillage dans le cerveau. Les pensées tournent en rond, elles empruntent toujours les mêmes autoroutes neuronales. La solution, c'est de créer une déviation. Comment? En apprenant un truc complètement nouveau, ou même juste en changeant radicalement d'activité pendant 10 minutes. Le but, c'est de forcer le cerveau à sortir des sentiers battus et à créer de nouvelles connexions. Maintenant, si on prend la perspective du design humain, un blocage, c'est un symptôme. C'est le signal que quelque chose n'est pas aligné avec sa nature profonde. Par exemple, un manifesteur bloqué, c'est peut-être simplement la peur du jugement qui le paralyse. Un générateur à plat, c'est souvent le résultat d'avoir dit oui à trop de choses qui ne le faisaient pas vraiment vibrer. Chaque type a ses propres vulnérabilités et donc ses propres solutions, du sur-mesure en quelque sorte. Finalement, la véritable clé, ce n'est pas de forcer les idées à venir, c'est plutôt de devenir un bon jardinier. C'est de préparer le terrain, de créer les conditions intérieures parfaites pour que les idées puissent germer et éclore d'elles-mêmes.
Et quand on arrive à intégrer ces deux dimensions, la science du cerveau et l'énergie personnelle, la créativité change complètement de visage. Ça devient moins un combat, moins une lutte, et beaucoup plus une simple expression de qui on est. Le but n'est plus de chasser les idées, mais de créer un espace où elles ont envie de venir. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Qu'est-ce qui deviendrait possible si on arrivait à se connaître aussi profondément, aussi intimement ? Peut-être qu'au final, le plus grand chef-d'œuvre qu'on puisse créer, ce n'est pas une peinture ou une chanson, c'est simplement la connaissance de soi.